Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Esther Ojeda et je fais partie de l'équipe internationale de la clinique Fertila. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire que nous avons organisé en collaboration avec Charlotte Coutts, accompagnante en fertilité et créatrice de Graines d'Envie, et avec le docteur Federica Moffa, directrice médicale de la clinique Fertilab et gynécologue et spécialiste en PMA. Au cours de cette conférence, qui a pour titre Comment mettre toutes les chances de son côté pour tomber enceinte, Charlotte Coutts vous présentera son approche pour mieux vivre le parcours de PMA. Je vous explique tout d'abord la dynamique de ce webinaire. Donc, tout d'abord, c'est Charlotte qui va faire une petite présentation. Après cette présentation, le docteur Moffa vous dira aussi quelques paroles, et peut-être Charlotte et Federica Moffa, le docteur Moffa, ils vont interagir entre elles. Et après, il y a une dynamique pour parler entre vous. Si vous comment vous pouvez vous adresser vos questions à Charlotte ou au docteur Moffa. C'est facile. Dans la section appelée questions, vous devez écrire tous vos doutes. Très important, seulement dans la section questions. Si les questions sont adressées à Charlotte, vous devez mettre tout d'abord questions adressées à Charlotte, 2 points, et vous mettez le message. Et si c'est pour le docteur Moffa, questions adressées au docteur Moffa. La section chat, vous pouvez parler entre vous. Vous verrez qu'il y a que dans la section chat, et dans la section questions, toutes les questions que vous poserez sont totalement confidentielles. Aucun participant ne pourra les voir. C'est-à-dire que nous, en tant que modérateur, on peut voir vos noms, mais moi, je lirai les questions à haute voix sans dire des noms et prénoms. Donc, je cède la parole à Charlotte Coutts et je la laisse présenter sa présentation. Merci beaucoup, Charlotte. Merci Esther, et déjà merci à Fertilab d'organiser ce webinaire, et merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. Alors, comment est-ce que je peux mettre mon PowerPoint en grand comme ceci? Voilà. Donc, pour me présenter, donc moi c'est Charlotte, je suis créatrice de Graines d'Envie. Je suis maman de 3 enfants grâce à la PMA, et aujourd'hui, ma mission, c'est vraiment d'accompagner les femmes et les couples sur leur chemin vers la parentalité. Pour ce faire, j'ai suivi de nombreuses formations en périnatalité et en énergétique. Alors la PMA, c'est à la fois une avancée médicale merveilleuse grâce à laquelle de nombreux bébés voient le jour chaque jour. C'est vraiment juste extraordinaire la PMA en soi. C'est une source d'espoir, de joie, d'amour, de bonheur, de gratitude. Mais la PMA, c'est pas que ça. La PMA, c'est aussi des peurs. Est-ce qu'un jour je parviendrai à être maman? Est-ce que mon couple va survivre face à la PMA? Comment sera mon corps avec tous ces traitements, ces injections? Comment je vais faire mes allers-retours depuis la Belgique jusqu'à l'Espagne pour faire un transfert d'embryon? Enfin, c'est beaucoup de peur, du stress évidemment, du stress des résultats des examens médicaux, du stress qu'on a fait un transfert d'embryon puis qu'on est pendant 10 jours, 2 semaines à se demander oui ou non, est-ce que ça a marché, ça n'a pas marché? Enfin, je crois qu'ici tout le monde voit à peu près de quoi je parle. De la jalousie, pourquoi est-ce qu'elle tombe enceinte facilement et pas moi? De l'anxiété, des questionnements, des doutes, de la culpabilité, c'est peut-être de ma faute et ça marche pas, ou celle de mon conjoint. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'émotions par rapport à tout ça. La PMA, c'est aussi un sujet tabou. On n'en parle pas encore vraiment, un petit peu sur les réseaux sociaux, mais souvent, ça reste encore très tabou. Et puis la PMA, c'est des fameuses montagnes russes émotionnelles. Un coup, ça va super bien, on est plein d'espoir, et puis une demi-heure après, on est en pleurs parce qu'on n'y croit plus, et puis on remonte et on redescend, et puis on fait un petit looping en passant. Enfin voilà, c'est des fameuses montagnes russes émotionnelles. Et déjà, je voudrais dire une chose par rapport à ça, c'est que vos émotions, vous ressentez en PMA, elles sont normales et elles sont légitimes, vraiment. C'est important d'en avoir conscience. Alors justement, pourquoi se faire accompagner en plus de l'accompagnement médical? Mais déjà pour pouvoir déposer votre vécu, vos émotions, vos doutes, vos difficultés. Être accompagné, ça permet aussi d'être plus sereine face à la PMA et au désir d'enfant. Ça permet également d'être mieux dans sa tête et mieux dans son corps. Enfin, être accompagné, ça permet aussi d'augmenter vos chances de tomber enceinte. Alors concrètement, mais quels sont mes accompagnements que moi, Charlotte, je peux vous proposer? Eh bien, tout d'abord, il y a un coaching en fertilité. C'est un gros rendez-vous qui dure environ 1h30. Ça se fait aussi bien en visioconférence qu'en présentiel. Ça commence toujours par un temps d'échange et d'écoute
pour que vous puissiez me partager ce que vous vivez, votre parcours, votre désir d'enfant, où vous en êtes aujourd'hui, quelles sont vos émotions du moment. Ensuite, dans un deuxième temps, on va mettre ensemble un plan d'action personnalisé pour vraiment mettre plein de petites choses en place que vous pourrez appliquer au quotidien pour augmenter votre fertilité, mais également vous sentir plus sereine face à la PMA. Je propose également un accompagnement de type doula. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir déposer ce que vous vivez actuellement, vos joies, vos peurs, vos doutes, vos questionnements. Alors, pourquoi faire cet accompagnement-là? Parce que je suis une personne qualifiée qui est également passée par la PMA. Ces accompagnements peuvent également se faire en présentiel ou en visioconférence. Mon troisième accompagnement, ce sont les soins énergétiques. L'idée ici, ce sera de rééquilibrer vos énergies, de libérer les blocages énergétiques et les éventuelles mémoires qui peut-être empêchent votre bébé de s'installer aujourd'hui. On va également préparer au niveau énergétique votre utérus pour accueillir votre bébé. Et même chose, ces accompagnements-là peuvent être soit en présentiel, soit à distance. Alors maintenant, j'ai mis en place un accompagnement sur 3 mois que j'ai appelé « En route vers mon bébé ». C'est un accompagnement qui va vraiment reprendre les apports des 3 approches dont j'ai parlé. Le coaching en fertilité, l'accompagnement doula et les soins énergétiques. Le but, c'est d'un accompagnement sur la durée pour mettre toutes vos chances de votre côté pour tomber enceinte. Alors, quels sont les bénéfices de cet accompagnement sur 3 mois? Tout d'abord, comme je l'ai dit, un accompagnement sur la durée, avec un réel suivi. On va augmenter vos chances de tomber enceinte. Vous allez recevoir pour ça des outils concrets et aussi énergétiques pour améliorer votre fertilité. Vous allez gagner du coup en sérénité face à la PMA et aux défis que peuvent représenter le désir d'enfant. Vous allez pouvoir vous libérer d'éventuels blocages énergétiques et de mémoires qui pourraient entraver la venue de votre bébé, préparer votre utérus pour votre bébé, et aussi, et c'est essentiel, vous sentir comprise, écoutée et soutenue dans votre parcours PMA. Alors pour moi, l'humain, c'est quelque chose de très, très important. C'est pourquoi j'offre un appel découverte qui est totalement gratuit et sans engagement, au cours duquel vous pourrez m'expliquer quel est votre parcours, quels sont vos besoins, vos attentes, voir si mon accompagnement répond à ça, bien entendu, mais aussi voir si je suis la bonne personne pour vous accompagner. Si vous souhaitez avoir l'accompagnement donc sur 3 mois, vous allez vous offrir un coaching en fertilité, des soins énergétiques, un accompagnement sur la durée, de l'écoute et du soutien, des rituels à mettre en place au quotidien, mais également un accès exclusif à des ressources en ligne pour vous accompagner au quotidien dans votre parcours de fertilité. Cet accompagnement, comme je l'ai expliqué déjà un peu tantôt, peut à la fois se faire en présentiel, donc c'est en Belgique, à Gembloux ou à Genappe, mais également en visioconférence. Alors dans le cadre de ce webinaire, je trouvais important de faire un petit truc en plus, et donc je vous offre une réduction de 15% pour tout accompagnement de 3 mois qui sera souscrit avant Noël. Voilà, donc là ici j'ai fait ma courte présentation. Moi j'aurais juste 2 questions pour le Dr Moffat. C'est des questions qui reviennent souvent de personnes que j'accompagne en PMA, mais déjà c'est pourquoi aller chez Fertilab? Il y a plein de cliniques de fertilité, et pourquoi Fertilab? Et quelle est vraiment la philosophie de votre hôpital justement? Voilà. Merci pour la présentation que je trouve à chaque fois plus important justement parce que ça revient un peu à la philosophie, comme vous dites, de certains types de cliniques. Chez Fertilab, on pense que l'accompagnement doit être personnalisé, non seulement vis-à-vis des soins de fécondation in vitro, mais en parallèle, comme vous proposez aussi des accompagnements émotionnels qui peuvent, peut-être pas directement, on n'a pas encore de preuves que directement ça augmente les taux de réussite, mais sûrement ça peut rendre le parcours moins lourd. Et aussi, surtout quand c'est chez nous en Espagne à distance, on a l'habitude aussi de savoir que les patientes, c'est très important qu'ils aient un lien. Peut-être chez Fertilab, ils ont une assistante qui personnalise beaucoup le suivi. Les médecins, évidemment, pour la partie médicale, on cherche de proposer aux patients le traitement qui leur convient au niveau des résultats, mais aussi au niveau de l'histoire personnelle. Donc, on a des couples hétérosexuels, mais on a aussi des couples homosexuels, des couples de femmes. On a, nous, notre propre banque d'esperme, mais aussi un programme de don d'ovocytes qui permet
aux patientes d'accéder à tout type de traitement. Donc, on discute parfois vraiment avec les patientes, pas simplement des résultats, qui sont évidemment des résultats qui se basent sur l'excellence au niveau technique, mais aussi sur la personnalisation au cas par cas. Et alors, j'aurais une autre question. Comment se passe une PMA quand on va en Espagne? Donc, on est par exemple en Belgique. Comment ça se passe? Est-ce qu'on doit faire tout le traitement chez vous? Enfin, voilà, un petit peu. Quelle est la procédure? Combien de temps est-ce qu'on va en Espagne? Comment est-ce qu'on va en Espagne? Comment ça marche exactement? Alors, c'est plus facile à dire, à faire qu'à dire quasi, parce que effectivement, aujourd'hui, je viens de faire le transfert à un chouette couple qui venait justement de Bruxelles. Et peut-être vous le savez ou certains patients savent que moi j'ai travaillé en Belgique en certain temps, donc j'ai beaucoup de connexions avec des confrères et consoeurs en Belgique, à Bruxelles notamment, mais aussi dans le reste de la Belgique. Mais donc le suivi à distance, c'est quelque chose qui est assez facile, qui permet à la patiente de programmer ses contrôles chez leur propre gynéco sans devoir voyager plus que vraiment le jour du traitement. Soit si c'est une FIV avec stimulation ovarienne, on fait tout en Belgique et on envoie les résultats et nous, les médecins, on regarde les résultats et les patients arrivent juste le jour du prélèvement ovocytaire. La même chose pour le transfert. Donc, la plupart des cas, il ne faut pas rester à Barcelone plus qu'un jour et demi. Voilà. D'accord. Et statistiquement parlant, vous êtes plutôt des dons d'ovocytes, des dons d'embryons, des dons de sperme, ou c'est aussi parfois des couples pour qui ça a échoué dans leur pays, qui viennent chez nous, chez vous peut-être pour la technologie ou pour les avancées propres à votre Voilà, on a sincèrement, on a tout type de demandes. On a aussi pas mal de fécondation in vitro, comme vous dites, sur des cas peut-être parfois assez compliqués, soit des cas qui ont complété le nombre de cycles possibles dans leur pays ou qui ont eu plusieurs échecs. Nous, on fait beaucoup de diagnostics implantatoires. Et sur les fécondations in vitro, on fait beaucoup de tests génétiques si c'est nécessaire pour les anomalies des chromosomes, pour l'âge maternel ou pour des anomalies du sperme, ou aussi pour les échecs à répétition, pour les fausses couches à répétition. Et aussi, on a la technologie pour faire aussi des FIV pour des maladies génétiques rares, comme la mucoviscidose ou, voilà, encore une fois, exemple direct. Aujourd'hui, je viens de faire une consultation en ligne avec un couple italien. Donc, ils ont découvert qu'ils sont porteurs d'une mutation génétique assez rare. Donc, ça, c'est des demandes. Évidemment, l'Espagne est sûrement donc les pays où l'accès aux dons d'ovocytes et aux dons de sperme est assez facile. Quand je dis facile, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des règles assez strictes, mais on a un bon programme de dons avec un bon nombre de donneuses et des donneurs. Donc, aussi les matchings physiques et génétiques entre les patients et les donneurs sont plus rapides. On a des listes d'attente pratiquement à zéro. On n'a pas de liste d'attente. Et justement, est-ce qu'on peut choisir son donneur en Espagne? Non, dans le sens qu'on ne peut pas, comme c'est anonyme, on ne peut pas choisir sur un book ou absolument pas, mais il faut savoir que l'équipe médicale, il va faire un bon appariement et ça se base évidemment sur le phénotype de la patiente ou du patient, dans les cas du don de sperme, pour essayer d'avoir un matching phénotypique le plus ressemblant possible. Mais ce n'est pas le patient qui peut choisir entre un groupe de donneurs. Non, ça, ce n'est pas possible parce qu'il y a l'anonymat. On ne peut pas montrer les photos des donneurs et donneuses. D'accord. Il y a une limite d'âge pour la PMA en Espagne? Strictement pour la loi, non. Donc, c'est donc en fonction de la sécurité de la patiente pour avoir une grossesse. Mais c'est clair que nous, on a posé une limite que la plupart des cliniques ont posée pour la sécurité des patientes, c'est 50 ans pour un transfert d'embryon. Ah oui, d'accord. Après, on fait
dans certains cas assez spéciaux, on peut faire une exception jusqu'au 51, mais la limite pour une demande de PMA, la limite d'âge pour les femmes, c'est 50. D'accord. Et quel est le taux de réussite justement quand c'est une PMA tardive comme ça? Alors, il faut savoir que dans les PMA tardives, évidemment, on est en train de parler d'embryons qui procèdent de d'ovocytes. Donc, la qualité des embryons, en principe, est plutôt haute. Hein? Donc, l'implantation de l'embryon, donc le taux de réussite se base beaucoup sur la qualité de l'ovule et de l'embryon. Donc, si on parle de donneuses, on a des taux d'implantation qui sont pratiquement à 60%, même chez les patientes âgées. Pour chaque blastocyste qu'on transfère, nous, on fait toujours des transferts uniques. Et ça, c'est très important parce que surtout, quand la demande est chez une femme qui est âgée, le risque, si on transfère 2 embryons à la fois, on n'obtient pas spécialement un meilleur taux de réussite, on a directement plus de risques de fausses couches parce que les grossesses gémellaires sont plus risquées. Donc, pour revenir à la question sur le taux de réussite, c'est actuellement 60% de taux d'implantation avec un 50% de naissance. Hein. Donc, nous, on aime bien chez Fertilab et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que on est très transparent et très honnête. On donne les résultats en termes de réussite de bébé à la maison. Super, ben, merci pour toutes ces réponses en tout cas. Merci beaucoup Charlotte, merci beaucoup Dr Mouffa. Je vais commencer à lire les questions qu'on a posées. Je voudrais aussi animer les gens à poser plus de questions aussi concernant tout ce qui est l'émotionnel à Charlotte, parce que je suis en train de voir ici pas mal de questions médicales, ce qui est bien. Mais ce webinaire, il est surtout par rapport à tout ce qui est l'accompagnement émotionnel, le soutien. Donc, je vous invite à poser des questions par rapport à tout le parcours émotionnel que vous êtes en train de vivre, si vous avez des questions par rapport à un deuil, de quoi que ce soit le sujet à niveau émotionnel, n'hésitez pas. Et bien sûr aussi pour le docteur Mouffa. Donc, je commence avec la toute première question. Donc, il y a une patiente qui dit « Je viens d'avoir le Covid. Est-ce que c'est compatible avec une première FIV, un double don d'ici la fin novembre ?» Bah, si elle vient de l'avoir, on est en septembre, oui, normalement, il n'y aura pas de souci pour l'implantation. Normalement, on sait que ça va assez vite. Hein. On a déjà des anticorps tous, donc ça passe très vite. Merci, docteur. On a une nouvelle question. Que propose Fertilab dans l'individualisation du patient? Le contenu? Je n'ai pas compris. Que propose Fertilab dans l'individualisation du patient? Le contenu? C'est 2 questions faites par la même personne. À travers quel instrument on propose la personnalisation? Comme je dis, tout d'abord, il y a un médecin traitant, que c'est les médecins. Donc, on est une équipe de 10 gynécologues, hein, on a aussi un andrologue. Et mais évidemment, chaque couple a son médecin titulaire qui va suivre le dossier, qui fait la première consultation, qui va suivre le dossier et donc qui est au courant vraiment de tout ce qui se passe tout au long des traitements. Et aussi, on a une assistante qui est capable d'accompagner les patientes et faire le lien aussi de l'information qui se passe à travers quand on a les résultats à travers eux vers le médecin. Donc ça, c'est la manière dont on personnalise. On communique par mail, par téléphone, par visioconférence. Ça m'arrive, à part la première consultation qui est aussi en vidéoconférence, parfois on a aussi des réunions avec les patientes, par exemple en cas d'échec, avant de redémarrer un cycle, on refait les points, soit par téléphone, soit pour visioconférence. Donc ça permet de créer vraiment un lien humain aussi et très personnalisé. Merci, docteur. Là, j'ai 2 questions pour Charlotte. Donc, comment calmer le stress interne que l'on ne contrôle pas?
C'est une très bonne question qui revient effectivement souvent lors des accompagnements. Mais déjà, une chose qui marche très bien, c'est d'être ancré. Donc, comment être ancré? Je vais donner un exercice tout pratique ici. Vous pouvez déjà décroiser les jambes et mettre les 2 pieds au sol. Et de vos pieds, là maintenant, vous sentez la plante des pieds et vos orteils, chacun en contact avec le sol. L'ancrage, ça n'enlèvera pas vos émotions, mais ça fera qu'avec votre ancrage, vous aurez des émotions beaucoup moins fortes, beaucoup moins intenses. Déjà, ça va diminuer beaucoup votre stress. Autre chose qui marche très bien, c'est méditer. Alors, si vous le souhaitez, je peux envoyer après, peut-être dans le chat où on verra comment faire. J'ai une chaîne YouTube avec plein de méditations en lien avec la fertilité et la PMA. Et méditer, ça permet vraiment d'un petit peu couper là, tout ce petit bruit qu'il y a dans notre tête. Ça permet de lâcher cette pression. Et Dieu sait qu'on a de la pression et du stress en PMA, effectivement. Une troisième piste pour le stress, ça pourrait être de faire une activité physique régulière et modérée. Je ne parle pas demain de faire les 20 km de Bruxelles, pas du tout, mais juste aller bouger un peu plus. Bouger, faire du sport, ça permet aussi de bien réduire le stress. Et en plus, c'est très très bon pour la santé. Voilà, c'est déjà 3 petites pistes en tout cas que je peux proposer. Merci Charlotte. Je vais faire maintenant, je pose une question au docteur Moffat. Bonsoir, est-ce que vous vérifiez la TSH et la CRP? Si oui, quel taux faut-il avoir pour une FIV-TO? Alors, attendez, peut-être la TSH-CRP. Ok. La TSH, oui, c'est-à-dire le fonctionnement de thyroïde. La CRP, pas forcément en routine, hein, sauf si on a une suspicion, mais la TSH, toujours. Hein, du coup, c'est un des examens qu'on demande même avant de démarrer tous les traitements, hein, parce que des déséquilibres du thyroïde, hein, parfois sont inaperçus parce que c'est asymptomatique, mais ça peut compromettre le résultat, même si il n'y a pas un gros souci de la thyroïde. Et sous stimulation ovarienne ou sous traitement hormonal, la thyroïde peut vraiment se décompenser. Donc oui, et si une patiente a un problème thyroïdien, on va faire vraiment un suivi de la TSH tout au long du parcours. Oui. Et le taux, attends, parce qu'il y avait une question, le taux, la limite. Idéalement, la TSH doit être inférieure à 2, maximum 2,5. Ouais. Merci docteur. Là, j'ai une question pour Charlotte. J'ai 47 ans et je suis célibataire. Je fais donc une adoption d'embryon. Si elle fonctionne, à quel moment je peux lui raconter son histoire à mon bébé? Dès que c'est le bon moment pour vous. Ça peut déjà être maintenant, dès que le bébé est dans le ventre. Honnêtement, il n'y a pas de moment parfait. Ce sera votre moment parfait qui sera le mieux. Vous sentirez à un moment donné quand ce sera le bon moment. Il y a des femmes qui en parlent dès que l'embryon est dans leur ventre. Elles en parlent tout de suite à leur bébé. D'autres attendent la naissance, d'autres attendent que l'enfant soit plus grand. Voilà, écoutez-vous et je pense que toutes les réponses sont là, à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Merci Charlotte. Une nouvelle question pour vous. Je suis très stressée à la perspective de la PMA. Des conseils pour assurer un transfert le plus serein possible. Que me conseillez-vous avant le transfert? Massage, ostéopathie? Effectivement, voilà, être accompagné par rapport au stress, c'est important par rapport à la PMA. Donc, comme je l'ai tantôt, plusieurs outils. Donc, il y avait l'ancrage, la méditation, l'activité sportive. Maintenant, à côté de ça, il y a également des outils plus énergétiques pour préparer pour cette PMA. Un outil tout simple en énergétique, c'est mettre vos 2 mains sur votre utérus, sur le bas du ventre, là. Et vous imaginez un grand soleil qui illumine tout votre ventre. Et au plus il est lumineux, au plus ça va aider votre bébé à s'incarner. Merci. J'ai une nouvelle question. Maintenant, c'est pour le docteur Moffat. Mais c'est... je vais la lire, mais je crois que vous l'avez déjà parlé entre vous avant quand Charlotte vous a posé la question. Pour PMA solo femme, quelles sont les informations sur un donneur? Est-ce qu'on peut choisir les caractéristiques, cheveux, yeux, taille, voir les photos d'un adulte? Ok, donc je viens de répondre avant, mais donc les caractéristiques sont choisies, comme je disais, sur la base des caractéristiques physiques de la receveuse. Et on va donner à la receveuse les informations sur l'âge, le groupe sanguin, à savoir que les caractéristiques physiques, voilà, sont choisies sur ces données.
Et non, c'est pas possible de voir une photo, comme je disais avant, pour garder l'anonymat des notes d'honneur. On ne peut pas montrer les photos. C'est vraiment la loi espagnole, hein, c'est pas Fertilab, hein, c'est vraiment ça. C'est vraiment très bien marqué dans la loi. Merci, docteur. J'ai une nouvelle question pour vous. Pour les ordonnances d'échographie de contrôle de prise de sang, comment cela se passe-t-il? Elles ne sont pas valables en France, j'imagine. Oui, normalement, les patientes, pour que ça soit couvert par la sécurité sociale, elles vont chez leur médecin traitant ou leur gynéco pour que l'ordonnance, pour faire l'ordonnance pour les échographies et les prises de sang. Nous, on va envoyer évidemment la liste des examens et des échographies et des prises de sang. Et puis, la patiente peut passer par son médecin généraliste ou par son gynéco. Merci, docteur. Maintenant, c'est une question pour Charlotte. Ces parcours sont coûteux et un accompagnement émotionnel n'est pas forcément facile à financer. Y a-t-il des choses à faire au quotidien à la maison? Oui, bien sûr. Déjà, des petites choses que vous pouvez faire maintenant, c'est aller sur ma chaîne YouTube. Vous aurez plein de méditations. Elles sont disponibles pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment, c'est gratuit, c'est là pour ça. Donc, je ne sais pas, Esther, si après, je peux vous envoyer le lien peut-être de ma chaîne pour le mettre sur le Oui, chat. tout à fait. Ou Oui. sinon, vous pouvez directement contacter Charlotte et sur les coordonnées que vous avez mis et elle vous envoie ses méditations. Faites pareil. Après, on a une nouvelle question pour le docteur Moffat. Si on se décide pour le don d'ovocytes au moment du premier recueil, combien de temps pour le transfert? Combien de temps pour la préparation endométriale? Merci. OK, donc disons du moment qu'on fait une première consultation, si c'est un couple, donc on va demander à messieurs de venir congeler un échantillon de sperme et à partir de ce moment, il faut compléter les procédures de fécondation, donc d'appariement avec la donneuse et fécondation. On calcule un mois et le mois suivant, on peut réaliser le transfert. La préparation d'endomètre, on peut la faire soit sur cycle naturel ou sur cycle artificiel. Quand la patiente est réglée, donc elle a des cycles naturels, nous, chez Fertilab, on privilège le cycle naturel, hein, sans donner des hormones ou des stimulations. Ça, on a présenté au Congrès européen cet été, on a présenté des très belles données sur effectivement les résultats qui sont meilleurs sur le cycle naturel. Mais si la patiente n'a pas des cycles réguliers ou elle est ménopausée, donc on va donner une préparation. Mais tout court, la préparation d'endomètre, quoi que ce soit naturel ou artificiel, ça va durer plus ou moins une quinzaine de jours. Et puis, entre 15 et 20 jours, on va réaliser le transfert. Merci beaucoup, docteur. C'est une nouvelle question, c'est pour Charlotte. Comment gérer le stress du travail et le stress de la PMA? C'est pas facile, effectivement. Gérer les deux, c'est très, très compliqué. Mais je reviens avec tous les 3 outils dont j'ai parlé tantôt. C'est être ancré, méditer, bouger. C'est vrai que c'est très compliqué. Honnêtement, gérer et travail et PMA, c'est pas facile, effectivement. Nouvelle question. Je suis suivie chez Fertilab et je souhaiterais, si possible, de transférer 2 embryons. Est-il possible d'en discuter avec les gynécologues qui me suivent ou c'est un non catégorique chez Fertilab? Pardon. Alors, ça aussi, j'ai parlé avant des risques qui sont liés aux grossesses gemellaires, surtout chez les receveuses. Après, on peut discuter le cas, on peut voir pourquoi il y a une demande d'un transfert double, si on a déjà tenté plusieurs implantations d'un embryon à la fois et ça n'a pas marché. Mais en principe, sur un premier transfert chez une receveuse, je vois simplement des inconvénients à réaliser un transfert double parce que les grossesses gemellaires sont plus dangereuses, surtout en don d'ovocytes. Mais on peut parler avec son médecin. Oui, on peut parler avec son médecin. Je ne sais pas si c'est moi. Merci. Donc, je continue avec la suivante question, excusez-moi. Oui, insuffisance ovarienne. A-t-on des chances de réussite avec nos propres ovocytes, sachant qu'on ne produit pas beaucoup d'ovocytes, donc peu d'embryons, et que le DPI peut revenir mauvais et se retrouver avec aucun transfert
que proposez-vous pour limiter ce risque? Alors, ça dépend aussi évidemment de l'âge de la patiente, de sa réserve ovarienne, si elle a eu des échecs auparavant. Mais évidemment, ce qu'on fait quand une patiente elle est dans une situation où les taux de réussite en fécondation in vitro sont faibles, actuellement, on propose une espèce d'assurance sur une garantie donc dans laquelle on offre un cycle de fécondation in vitro aux patientes. Et si par hasard ou par malchance, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas d'embryon disponible et que ça n'a pas marché, on passe directement au don d'ovocytes sur la possibilité de refaire 2 cycles de don d'ovocytes pour arriver à avoir un bébé. Et donc, c'est une garantie avec remboursement en cas d'échec. Hein, donc, mais là, donc, après, d'un point de vue médical, quand on a une faible réserve, c'est clair qu'il y a des schémas qu'on peut essayer, il y a des doubles stimulations qu'on peut essayer. Donc, il y a des protocoles de stimulation qui peuvent être adaptés à une mauvaise répondeuse. Merci, docteur. J'ai une nouvelle question. Comment se déroule le protocole de FIV? Est-ce que le gynécologue de Fertilab nous appelle à chaque modification lors de la stimulation et des différentes étapes du protocole? Merci. Disons que le gynéco de Fertilab regarde le résultat, décide comment poursuivre la stimulation et c'est l'assistante qui va soit appeler ou soit envoyer un mail le jour même pour dire quand est-ce qu'il faut refaire un contrôle et comment il faut éventuellement modifier la dose du traitement. Donc, c'est le médecin qui décide, mais c'est l'assistante qui va transmettre l'information au patient. Merci, docteur. J'ai une nouvelle question. Je suis un homme de 38 ans diagnostiqué de OATS sévère avec un taux de fragmentation ADN spermatique à 60%. Est-ce que les compléments alimentaires antioxydants peuvent faire baisser cet indice de fragmentation et par quels autres moyens puis-je faire baisser ce taux? Ok. Donc, dans ce contexte, on a pas seulement la fragmentation, mais c'est un contexte évidemment d'un sperme qui a une pathologie. Donc, c'est clair que les antioxydants peuvent aider, mais c'est un type de traitement dans lequel on ne peut pas vraiment être sûr que ça va diminuer suffisamment pour considérer, pour arriver à la normalité. Hein, ça peut arriver. Donc, on peut tout faire, on peut prendre des antioxydants, mais surtout, c'est des traitements qui vont durer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Hein, donc, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on observe une amélioration. Et puis, il faudrait voir pourquoi on a cette situation. Parfois, c'est un varicocèle. Alors, il faudrait voir un andrologue pour voir si, à part les antioxydants qui peuvent aider, s'il y a vraiment une cause qui peut être modifiée ou pas. Merci beaucoup, docteur. Maintenant, c'est une question que je ne sais pas trop si c'est Charlotte en tant que doula, accompagnement doula, ou à vous, docteur, en tant que gynécologue. J'ai une nouvelle question. Pensez-vous qu'à 47 ans, je peux accoucher de manière naturelle ou est-ce que c'est trop dangereux? Je vais peut-être répondre d'un point de vue médical. Si la patiente est en bonne santé et il n'y a pas de problème gynécologique, oui, on peut accoucher. Moi, j'ai des patientes qui ont 50 ans et qui ont accouché par voie vaginale. Hein. Mais c'est clair que c'est des accouchements qui doivent être bien suivis. Mais si la patiente est en bonne santé, pourquoi pas? Et si je peux rajouter quelque chose, c'est important encore plus d'être hyper bien accompagné à l'accouchement, d'avoir votre sage-femme ou votre doula à l'accouchement pour vraiment mettre toutes les chances de votre côté pour avoir un accouchement physiologique aussi le jour de la naissance de votre bébé. Merci. Est-ce que dans la formule Baby Guarantee, y a-t-il le DPI compris dans le prix? C'est une bonne question. Donc, évidemment, la patiente, c'est une patiente qui a déjà eu un entretien avec Fertilab. Donc, il faut dire qu'est-ce que c'est Baby Ferti. Baby Ferti, c'est justement cette garantie dans laquelle, si on n'arrive pas à vous accompagner jusqu'à l'accouchement,
on va rembourser. Okay, donc, dans ce type de garantie, il y a 3 cycles disponibles, hein, surtout si c'est la garantie Baby Ferti en don d'ovocytes, c'est avec potentiellement 3 donneuses différentes. Et il y a des techniques qu'on peut rajouter si c'est nécessaire. Hein. Donc, l'équipe médicale va dire si c'est nécessaire appliquer le DPI. Le DPI, c'est les diagnostics des chromosomes sur les embryons. Donc, cette technique, comme c'est une technique assez sophistiquée de diagnostic génétique et c'est indiqué s'il y a un problème à la base, c'est la seule technique complémentaire qui n'est pas comprise dans le programme de garantie Baby Ferti. Toutes les autres techniques de sélection du sperme, l'embryoscope, la congélation des embryons, les transferts des embryons congelés, tout ça est compris. Mais le diagnostic génétique des embryons, ça, c'est pas compris. Merci, docteur. Cette nouvelle question, je crois que c'est pour Charlotte. Y a-t-il des compléments alimentaires à prendre pour favoriser la fertilité et l'implantation? Moi, je n'ai pas de formation médicale, donc je ne donne jamais quoi que ce soit comme conseil là-dedans. Maintenant, je ne sais pas si le docteur Moffat a peut-être une réponse par rapport à ça. C'est clair que de plus en plus, il y a évidemment des compléments alimentaires, des vitamines. On sait tous que l'acide folique, par exemple, protège toutes les patientes, mais même celles qui ne font pas la PMA. Hein. Donc, si on envisage une grossesse, il faut supplémenter avec de l'acide folique pour réduire les risques, par exemple, du défaut de la colonne vertébrale de l'embryon. Mais de plus en plus, sur le système immunitaire, on voit que la prise de compléments comme les oméga-3, les zinc, les sélénium, la vitamine D, c'est très important. Hein. Donc, il y a des études qui ont montré qu'un déficit de vitamine D augmente le risque de fausse couche. Hein. Donc, c'est clair que le complément qu'on donne pendant la grossesse, hein, il y a aussi des compléments qu'on peut démarrer avant et certains sont spécifiques. Et de plus en plus aussi avec les probiotiques, hein, parce que le fait d'avoir une microbiote, hein, vous savez qu'on pense qu'on n'est pas habité, mais il y a plus de bactéries que de cellules presque dans l'être humain. Et donc, la microbiote, hein, surtout au niveau de l'utérus, du vagin, ça doit être une microbiote en équilibre. Et donc, parfois, on ne se rend pas compte, on n'a pas des symptômes, on n'a pas une infection, mais on peut avoir un déséquilibre de notre microbiote parce que peut-être on mange de manière pas idéale ou simplement parce que c'est comme ça, hein, on a un petit déséquilibre. Eh bien, donc, déjà, prévenir ça avec la prise des probiotiques, ça peut aider l'implantation. Merci, docteur. J'ai une question pour Charlotte. Le traitement implique des piqûres. Comment atténuer la peur? Je ne supporte pas du tout les piqûres. C'est une bonne question. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir en énergétique lors d'un rendez-vous. Il y a vraiment des choses pour aider à déprogrammer cette peur et aller voir plus loin qu'est-ce qui fait peur. Mais là, c'est vraiment dans le cadre d'un accompagnement parce qu'ici, là, je pourrais prendre une heure pour détailler tout ça. Merci Charlotte. Quelle est la différence entre une sage-femme et une doula? La sage-femme a tout un bagage médical que je n'ai pas. Maintenant, l'accompagnement est très différent et complémentaire. Donc souvent, une femme va avoir et une sage-femme et une doula, et il n'y a pas de concurrence entre les deux. On fait deux choses conjointement. Le sport peut-il améliorer le sperme? Je pratique, ça c'est un patient, je pratique de la musculation 4 fois par semaine à hauteur de 1h30. Est-ce trop, docteur Moffat? En principe, non. C'est bien le sport. Après, je ne connais pas des études qui mettent en relation vraiment le temps qu'on dédie au sport avec la qualité du sperme. Mais une chose est importante, hein, parce que quand on parle de musculation, c'est aussi important d'éviter des compléments qui contiennent des hormones, des anabolisants, hein, parce que ça peut au contraire être vraiment détriment pour le sperme. Donc, l'activité en soi-même, pas de souci. Au contraire, c'est antioxydant peut-être hein, de faire du sport. Et puis, mais surtout pas pour la musculation, utiliser des substances anabolisantes qui ont des hormones qui sont nocifs pour le sperme. Merci docteur. J'ai une nouvelle question. Est-ce qu'une FIV avec ponction fait diminuer la réserve ovarienne?
Non. Donc, la question, c'est peut-être, est-ce que je fais une FIV, on va me retirer des ovocytes et je vais perdre mon trésor de réserve ovarienne? Non, mais voilà, c'est normal de se poser des questions. En réalité, il faut savoir que dans les ovaires, on a des milliers d'ovocytes, mais beaucoup plus. C'est-à-dire qu'à la naissance, une bébé femelle, elle a 300 000 follicules, ok? Grosso modo. Après, chacun a sa génétique. Donc, il y a des femmes, donc des petites filles qui ont plus de stock ovarien. Il y en a qui en ont moins. Ok. Mais donc, tout au long de notre vie, c'est pas simplement avec les ovulations qu'on va perdre notre, disons, notre réserve ovarienne. Parce qu'à chaque mois, avec le follicule qu'on ovule, ils vont avec des petits follicules qui n'arrivent pas à l'ovulation, mais qui vont partir aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les stimulations de FIV? On donne des hormones pour que les petits follicules qui seraient quand même perdus avec l'ovule qui a ovulé naturellement, on les sauve, on dirait. On permet d'avoir une ovulation multiple. Mais donc, ça explique pourquoi on n'est pas en train d'épuiser la réserve parce qu'on fait des stimulations. On peut en faire. Après, je ne conseille pas de faire 10 fécondations in vitro. Donc, c'est-à-dire que parce que les stimulations, elles peuvent être quand même gênantes, mais pas parce qu'on réduit sa propre réserve. Merci, docteur. J'ai une patiente que pouvez-vous noter le nom de la chaîne YouTube, s'il vous plaît, Charlotte? Donc, si vous pouvez le noter, Charlotte, sur la section appelée chat en bas à droite. Et comme ça, les patientes pourront visiter votre chaîne YouTube. Oui, et je cherche le lien sur Internet. Là, j'avoue que je ne l'ai pas ici. Il n'y a pas de souci. Sinon, les patientes peuvent écrire à votre adresse mail charlotte@graindenvie.be et Charlotte vous l'enverra volontiers. Donc, j'ai une nouvelle question pour le docteur Moffat. Je suis réglée, mes cycles sont réguliers, j'ai 45 ans. Le cycle dernier, j'ai eu une semaine de retard avec 2 symptômes de grossesse. Est-ce que je peux bénéficier de la solution sur cycle naturel? Sur cycle naturel, pour faire une implantation d'embryon ou pour faire une stimulation de FIV? Ça, je ne comprends pas trop la question. Donc, si une patiente est là des cycles réguliers, on est en train de parler de comment préparer l'utérus pour une implantation d'embryon. Je ne suis pas en train de parler d'une stimulation naturelle pour produire un ovule pour la fécondation in vitro. Donc, je ne sais pas. Normalement, on fait les FIV avec ses propres ovules jusqu'à l'âge de 43, grand maximum 44. Pour une question de qualité des ovules, pas simplement parce que la patiente elle a une réserve ovarienne correcte, mais la qualité des ovules, indépendamment de la réserve ovarienne, elle diminue fortement au niveau génétique. Merci, docteur. J'ai une nouvelle question. Mon conjoint a un spermogramme parfait, sauf une bactérie, mais ça n'empêche pas la grossesse. Est-ce qu'il faut qu'il prenne de l'antibiotique ou ce n'est pas la peine pour le don d'ovocytes? Si la bactérie est dans le sperme, même si on va en don d'ovocytes, il vaut mieux traiter messieurs par antibiotiques. Donc, le sperme avec une bactérie, ça peut réduire les chances de fécondation, même si les ovules sont des ovules d'une donneuse. Donc, le sperme est bon en soi-même, mais une infection doit être traitée, une infection. Oui. Merci. La même personne nous a posé une nouvelle question. Est-ce qu'une fois le transfert fait, ces spermatozoïdes, comme ils sont de haute qualité, sont détruits? Je ne voudrais pas qu'ils soient utilisés par pour d'autres personnes, excusez-moi. Ah non, absolument pas. Donc, dans le laboratoire, on est assez strict sur, évidemment, toutes les procédures de sécurité. Et un patient, il ne va jamais être utilisé comme donneur dans une autre procédure. Donc, le patient, à part que quand on congèle, le patient signe un consentement et les patients, il peut décider s'il veut qu'on garde son sperme, si par exemple, il y a un échec et qu'on peut réutiliser son sperme pour son traitement,
Ou aussi, il peut dire, voilà, je veux que mon sperme soit utilisé juste pour cette fécondation et puis vous allez le détruire. Et on va le détruire. Mais c'est clair qu'on ne va jamais utiliser un sperme d'un patient comme donneur. Merci. J'ai une patiente qui nous demande: bonsoir, est-il possible de venir accoucher en Espagne? Ah, moi, je pense que c'est pas très raisonnable. Et évidemment, tout est possible. Hein. On est en Europe. Moi, je suis italienne, j'habite en Espagne, je voyage, je vis en Belgique. Mais l'accouchement, c'est justement comme Charlotte pourra bien vous dire, il vaut mieux être chez soi, entouré de ses connaissances, avec son gynéco. Peut-être on peut s'informer, décider si on a un accompagnement. Mais accoucher à distance, c'est pas une bonne idée. Merci, docteur. J'ai une nouvelle question. Pour un premier transfert réussi à 50 ans, est-il possible de faire d'autres transferts avec les autres embryons déjà vitrifiés? Belle question. Justement, on est sur la ligne un peu, comme je disais, de la limite d'âge. Alors, comme je disais, il n'y a pas une âge qui est posé par la loi. Donc, techniquement, nous, les médecins, on discute les dossiers un peu limites. Si une patiente, elle est enceinte et à 50 ans, elle a une belle grossesse, elle n'a pas des complications, elle a un bel accouchement, tout va bien, tout se passe bien, elle a encore des embryons congelés du même cycle qui sont des frères et sœurs de l'enfant qu'elle a accouché, nous, dans l'équipe médicale, on discute de faire une exception pour un transfert peut-être plus tard. Mais voilà, il faut quand même penser de le faire pas trop tard. On va jamais transférer un embryon à 53 ou 54 ans. Merci, docteur. J'ai une Charlotte, nouvelle question. elle a aussi un commentaire à faire sur les grossesses en état plus tardive, en âge, je dis étape. Ben, je crois qu'effectivement, si on veut offrir des frères et sœurs, il vaut mieux les rapprocher le plus possible. Ça, c'est très clair. Parce que mine de rien, avoir des enfants, c'est merveilleux, mais ça prend aussi beaucoup d'énergie. Merci. Donc, j'ai une nouvelle question. Comment préparez-vous l'utérus pour l'implantation d'un embryon chez une patiente atteinte d'endométriose et d'adénomiose et avec des fibromes? C'est clairement une patiente qui a plus de risques d'échec et plus de risques de fausse couche liés au fait qu'il a une pathologie de l'utérus. Donc, parfois, on peut donner des traitements avant pour mettre l'utérus au repos. Donc, c'est des traitements. Et enchaîner avec la préparation par médicaments. Si la patiente a des cycles naturels et assez réguliers, on peut aussi tenter le cycle naturel même chez les patientes atteintes d'adénomiose et endométriose pour le transfert. Je parle du transfert. Donc, ça aussi, c'est à personnaliser. Merci, docteur. Cette question elle est pour Charlotte. Comme vous avez dit, vous avez eu 3 enfants grâce à la PMA. Comment vous avez vécu ça au niveau émotionnel et qu'est-ce que vous aurez aimé, comment vous aurez aimé qu'on vous accompagne au niveau émotionnel quand vous avez fait ces tentatives de PMA? C'est une très bonne question. Mes 2 premiers enfants, je savais même pas qu'il y avait moyen d'avoir un accompagnement à côté. Donc, j'ai vécu les montagnes russes de la PMA bien comme il faut. Et c'est vrai que mon 3e, là, par contre, je me suis rendu compte que c'était important d'être accompagnée. Et là, c'était très, très différent. J'ai fait ce que j'appelle une PMA super zen. J'y suis allée vraiment avec le sourire aux lèvres en me disant « ça va aller, je suis zen, je suis cool. Au pire, j'ai déjà 2 enfants, j'ai pas à me plaindre. » Donc voilà, après ce que j'aurais aimé, mais c'est vraiment de l'écoute, du soutien. Quelqu'un qui ne me dise pas « mais arrête d'y penser, ça viendra tout seul » parce que c'est juste, ça rend fou. J'aurais aimé avoir des personnes proches de moi qui puissent me soutenir, connaître les soins énergétiques. À l'époque, je ne savais même pas qu'on pouvait faire un soin énergétique qui pouvait aider par rapport à l'implantation d'un embryon. Je ne savais même pas que ça existait. J'aurais aimé savoir que méditer, c'était intéressant. J'aurais aimé savoir comment gérer mon stress. Enfin, il y a tellement de choses que j'aurais aimé savoir à ce moment-là. Mais voilà, je crois que c'est partie de la vie.
C'est ce qui m'a permis de me construire et de construire aujourd'hui l'accompagnement que j'offre justement aux personnes qui sont en PMA. Merci beaucoup, Charlotte. J'ai une nouvelle question pour le docteur Mouffa. Pensez-vous qu'il est bon d'essayer une FIV avec don des spermes et les propres ovocytes de madame si son taux d'AMH est de 0,94 et TFSH de 4,1, 38 ans? Donc, je ne connais pas plus de détails dans l'histoire. Je ne sais pas s'il y a eu des chèques auparavant, mais imaginons qu'ils n'ont jamais essayé. Effectivement, il y a une possibilité de tenter une FIV. Donc, on n'est pas en train de parler d'une femme vraiment très, très âgée qui a dépassé la quarantaine. L'AMH est faible, donc la réserve ovarienne n'est pas idéale, mais on n'est pas sur des niveaux super faibles. L'idéal, c'est aussi d'avoir l'information de des follicules. Donc, vous savez qu'il y a une échographie qu'on peut faire au début des cycles pour la compte des follicules en trop, c'est-à-dire les petits follicules. Donc, ça, c'est aussi une information de plus sur la réserve ovarienne. Mais tout court, je pense qu'on peut tenter. Là, si la question est aussi quelle possibilité on a, c'est clair que ça existe une possibilité d'échec liée à la faible réponse et à la qualité des ovocytes. Mais je pense qu'on pourrait tenter. Merci, docteur. Combien d'échographies doit-on faire avant un transfert de don d'ovocytes pour préparer l'endomètre? Combien d'échographies? Alors, si, normalement, avec 1 ou 2 échographies, ça suffit. Donc, normalement, ça dépend aussi si c'est cycle naturel ou c'est cycle artificiel. Dans le cycle artificiel, normalement, comme c'est plus contrôlé au niveau médical, normalement, avec une seule échographie, ça suffit. Sauf si l'endomètre ne répond pas bien, qu'il faut recontrôler. Sur le cycle naturel, normalement, il faut faire 2 échographies pour voir quand la patiente s'approche de son ovulation naturelle. Merci, docteur. On arrive aux dernières questions. Est-ce qu'à 42 ans, on peut faire une cryoconservation de nos ovocytes ou c'est trop tard? Alors, c'est une très belle question parce que ça ouvre un peu la discussion sur la vitrification des ovocytes, donc sur la conservation de la fertilité chez les patientes. Normalement, l'idéal, c'est congeler bien avant la quarantaine parce que, idéalement, le nombre d'ovocytes qu'on doit congeler augmente avec l'âge parce que la qualité des ovules diminue. Donc, à 42 ans, la probabilité d'avoir un bon nombre d'ovocytes de côté et puis de pouvoir obtenir une grossesse est vraiment très, très faible. Donc, après les 40 ans, je déconseille la vitrification. Après, ce n'est pas interdit, mais on devrait congeler 50 ovocytes pour avoir une chance peut-être. Merci beaucoup. Donc, pour l'instant, nous n'avons plus de questions. Il est 19h55, donc parfait. Donc, si de toute façon, il y a des questions qui vous reviennent à l'esprit, il y a des questions que vous souhaitez poser à Charlotte par rapport à tout ce qui est le soutien émotionnel ou des questions au niveau médical, au docteur Mouffa ou à notre équipe des médecins, n'hésitez pas à nous contacter. Ici, dans cet écran, vous avez les coordonnées de Charlotte tout en haut et nos coordonnées à part notre site web, notre adresse mail à nous adresser les questions ou si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec les docteurs Mouffa ou un de nos gynécologues francophones, n'hésitez pas de nous contacter à l'adresse mail france@fertila.org que là, mon collègue, il est en train de vous l'écrire sur le chat. Mon collègue, il vous a aussi indiqué la chaîne YouTube de Charlotte et notre chaîne YouTube à nous. Nous serons ravis de répondre à toutes vos questions, de vous accompagner pendant ces parcours, que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau médical. Donc, toute l'équipe Fertila avec Charlotte Coute, avec Graines d'Envie, ça serait un plaisir pour nous de vous accompagner pendant ces parcours. Donc, merci beaucoup à tous de nous avoir accompagnés pendant ce webinaire et je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup, Dr Mouffa, et merci beaucoup, Charlotte.
Merci à tout le monde. Merci Charlotte, je suis enchantée de vous connaître. J'ai vraiment un grand lien avec la Belgique et donc je suis contente de savoir qu'en Belgique, il y a quelqu'un qui peut suivre nos patients du point de vue émotionnel. Merci à vous, merci beaucoup. À très bientôt, merci et belle soirée. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir, merci, au revoir.